Le gouvernement de la République du Bénin a tenu ce mercredi son traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises, le compte rendu dans cette édition. Le chef de file de l'opposition a reçu en audience l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas. L'avenir politique du Bénin était au centre des discussions. Et puis en interactualité, le parti islamique à la tête du gouvernement marocain a subi une déroute lors des élections législatives de ce mercredi. Plus de précisions dans ce journal. C'est le 13h sur Speedline TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je l'annonçais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 septembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Entre autres décisions prises, la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022, des amendes de carité. Suivons ici un extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec Wilfried Léandre Rungbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement, également porte-parole du gouvernement. Fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de carité. L'ouverture de la dite campagne aura lieu le 16 septembre 2021 à Niki. Elle s'achèvera le 31 mai 2022. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 100 francs CFA le kilogramme et constitue une reconduction du prix de la campagne écoulée conformément aux propositions des acteurs de la filière. Le Conseil des ministres exhorte ceux-ci à continuer d'observer les bonnes pratiques de collecte destinées à améliorer sensiblement la qualité des produits et à se conformer strictement aux prescriptions relatives à leur commercialisation. Dans la perspective de l'organisation par le Bénin du championnat mondial de pétanque et Jeux provinciaux en 2022, le gouvernement a décidé de doter notre pays d'infrastructures conformes aux standards internationaux avec la construction d'un boulodrome de 2500 places intégrant des aires annexes de distraction. À cet effet, un cabinet d'architecture spécialisé en mesure de livrer un travail de qualité dans les délais prescrits a été identifié. Il devra réaliser une conception architecturale à la hauteur d'un pareil projet ainsi que des ouvrages répondant aux impératifs de sécurité, de fonctionnalité des espaces et de confort des spectateurs. Le dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161/20 kV de la zone économique spéciale de Glodjibé dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. La construction de ces infrastructures nécessite des disponibilités foncières pour lesquelles une expropriation pour cause d'utilité publique doit être prononcée. À ce sujet, l'étude environnementale et sociale commanditée a évalué à 50 hectares la superficie nécessaire pour la réalisation des ouvrages. Aussi, le Conseil a-t-il instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à la disposition du Fonds de dédommagement foncier les ressources subséquentes. Le président de l'Assemblée nationale était en fin de semaine écoulée au camp militaire de 5e bataillon interarmé de Dassa. Louis Vlavonou est allé apprécier la formation de ceux qui s'occupent de sa sécurité et celle des députés de la 8e législature. Romaric Dossa pour le reportage. Les stagiaires du garde-corps et agents de protection rapprochés en service à l'Assemblée nationale du Bénin, en séance de recyclage au camp militaire du 5e bataillon interarmé de Dassa, ont reçu la visite de Louis Vlavonou, président du Parlement. Il s'imprègne du déroulement des travaux. Ma visite en tant que premier responsable de la sécurité de l'institution dont j'ai la charge est de venir voir de près la formation de ceux qui sont en charge de ma sécurité et de celle de tous les députés. C'est aussi pour me rendre compte de la mise en œuvre des réformes en cours au niveau du groupe de sécurité. Durant les 2 semaines que vont durer la formation, ces stagiaires vont être formés aux techniques de protection des hautes personnalités, à l'accoutumance au tir avec les armes de pointe et légères. Mais ils vont également effectuer des exercices basés sur les techniques d'intervention rapprochées, puis des exercices d'escalade et d'endurance physique. Ce à quoi vous avez
assister brièvement, ça fait partie des nombreuses activités que la garde républicaine mène pour être à la hauteur des missions qui lui sont assignées. Les gardes du corps doivent comprendre que la sueur épargne le sang. Je vous admire en ce moment où, à travers vos sueurs, vous présagez déjà du fait que vous allez nous épargner du sang demain. C'est pourquoi je vous invite au sérieux pendant toute la période de cette formation. Cette visite du président de l'Assemblée nationale témoigne de l'intérêt qu'il porte au renforcement des capacités opérationnelles de ses gardes de corps au niveau de son institution. Paul Humpé, le chef de file de l'opposition, a reçu en audience l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas. Question phare abordée, l'avenir politique du Bénin, le système partisan donc, et la démocratie béninoise également. Reportage. Je suis venue visiter le chef de file de l'opposition pour un échange, une prise de connaissance, un échange sur le futur du système partisan, sur le futur de la démocratie au Bénin. C'était un échange très riche, c'était un échange professionnel et avec beaucoup d'espoir. On a beaucoup parlé sur la jeunesse et sur comment vraiment animer la jeunesse pour que la vie politique soit plus intéressante, comment aussi les femmes peuvent faire partie des partis politiques et puissent jouer leur rôle complète dans les partis politiques. On a parlé aussi du besoin de vision de société qui est très important pour attirer les gens vers les partis politiques. Œuvrer pour la paix et la réconciliation entre les fils et filles du Bénin, c'est l'objectif du creuset dénommé Force royale pour la réconciliation en Afrique. Les têtes couronnées et sages qui le composent ont fait des plaidoyers pour que les autorités portent leur message au chef de l'État à travers un point de presse. Suivons. À la station Djogbenou de la Cour constitutionnelle, voici le message que nous lui avons laissé à entendre. La forêt ne s'est pas trompée, car le dernier des Béninois sait très bien que vous êtes l'axe de cœur du président Patrice Talon. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, c'est le moment précis de nous rappeler que dans le village du Sage, il est écrit: il ne faut jamais attendre les premières pluies avant de labourer son champ. Il faut le labourer d'abord et attendre les premières pluies. Autrement dit, il faut faire les choses au bon moment. Et ce bon moment, Monsieur le Président, est enfin venu pour nous, de vous saisir en tant qu'institution de la République, ancienne institution de paix, afin que vous nous aidiez à régler les graves problèmes que nous avons avec la République, dont Patrice Talon est le président. Excellence, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, au Bénin, nous devons toujours nous rappeler qu'à la porte de l'UNESCO, il est écrit. À la grande porte de l'UNESCO, il est écrit. C'est parce que les hommes ne se parlent pas qu'ils se font la guerre. Monsieur le Président, au nom de celles et ceux, de l'intérieur comme de l'extérieur, de notre pays qui font de la paix leur idéologie fondamentale et de la réconciliation leur guide philosophique, nous sommes venus vous dire de tout cœur que l'heure a sonné pour le peuple de se parler. Oui, de se parler, de s'écouter et de se repentir
pour un pardon et une réconciliation réelle avec la plus haute institution qu'est le président de la République. Carnet noir dans cette édition, l'ancien secrétaire général de la Confédération syndicale autonome du Bénin, Dieudonné Lokossou, n'est plus. Après l'annonce de la triste nouvelle dans la journée du mardi, syndicalistes et simples citoyens regrettent le départ d'un vaillant défenseur des droits de l'homme. Partout où il y aura le combat de la liberté, moi, je serai toujours présent. Je n'ai pas peur pour ma vie. Ces propos sont de Dieudonné Lokossou, l'ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, dont nous avons appris le décès le mardi 7 septembre 2021. Il a été l'une des figures les plus emblématiques du monde syndical ces dernières années. Syndicalistes, tout comme simples citoyens, regrettent le départ d'un véritable défenseur des droits des travailleurs. Un ancien cadre de la SONACOP et qui s'est révélé être un homme qui ne pardonne pas l'injustice. Il ne pardonne pas du tout l'injustice. C'est un véritable rebelle contre des pratiques injustes. Vous savez, pour les luttes syndicales, il ne faut jamais chercher à lutter tout seul. Mais c'est l'homme qui a le sens de l'unité d'action syndicale. Il a développé ça. C'est dommage que le doyen Lokossou soit parti comme ça. Et nous regrettons tous son départ. Je crois qu'il a quelque chose d'essentiel, c'est son franc-parler. Et surtout la force de sa conviction. Et je crois que c'était un homme assez déterminé et très engagé pour le développement de son pays. C'est vraiment d'abord une grande tristesse, une tristesse nationale. Parce que c'est des gens, à l'image de Azoua, ils ont fait le temps pour la défense de l'intérêt des travailleurs sur le plan national. Ils ont fait vraiment le temps. La jeune génération doit pouvoir retenir de Dieudonné Lokossou sa combativité, son franc-parler et son amour de la justice. La relève doit retenir ces caractéristiques de lui et nous-mêmes, qui sommes dans d'autres confédérations syndicales, nous devons être prêts à mettre nos pas dans ses pas et agir comme il a fait, il l'a suffisamment montré avec les Pascal Todinou et les Zounon et d'autres que j'ai eu à côtoyer dans le mouvement syndical national. Et je crois que c'est au prix de grandes privations qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. S'ils avaient un goût facile pour l'argent, je crois qu'on ne les aurait pas connus comme ça. Et je voudrais simplement qu'on retienne que c'est au bout de l'effort que se trouve vraiment le succès. Même si les jeunes ont l'ambition, le désir de faire vraiment à leur image, ce serait un peu difficile. Un peu difficile parce qu'en leur temps, entre griffes, la démocratie était une démocratie avec beaucoup de légèreté et de largesse au Bénin. Mais aujourd'hui, notre démocratie est plus ou moins circoncis. Mais cela ne nous empêche pas de vouloir s'inspirer toujours des anciennes personnes, des aînés qui ont eu à faire le combat. Que de regrets dans le monde syndical après la mort de Dieudonné Lokossou. Il était homme à braver tous les obstacles pour défendre ses idées et les revendications des travailleurs. Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement du Bénin a pris bon nombre de mesures, parmi lesquelles la limitation du nombre de passagers dans les transports en commun. Mais le respect de cette décision n'est toujours pas une réalité dans la ville de Cotonou. Reportage. Réduction du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et port de masque obligatoire. C'est l'une des décisions du gouvernement du Bénin pour limiter la propagation du coronavirus. Cette décision n'est pas sans conséquence sur les activités des transporteurs. Des fois même nous-mêmes on perd des masques pour mettre dans la voiture et partager. Il y a d'autres qui viennent, c'est la nuit. On est obligé de payer les masques et les partager. On ne peut pas prendre un passager sans masque. Et encore, dans le temps de Covid, là, il n'y a pas de passager. On prend seulement que des bagages. Sur notre gare routière d'Onga jusqu'à Djougou ou bien Basila, là, il n'y a plus de passagers. Si tu ne peux pas porter ton masque, tu ne peux pas rentrer dans le véhicule. Donc, le chauffeur doit porter et le client doit porter d'abord avant de rentrer.
Une décision difficile à être appliquée, mais le geste est simple et salvateur. Les transporteurs en sont conscients. Nous respectons beaucoup les gestes barrières et que nous, les chauffeurs aussi, quand on n'est pas porté là, on n'est pas à l'aise parce qu'on ne sait pas qui est maladif dans nos passagers là. On est en train de sensibiliser les chauffeurs, de ne pas faire des surcharges. Au même moment, de mettre les cache-nez, d'avoir leur gel, avoir des gels pour les mains à tout moment. Parce que le mal, ça circule. Si vous ne touchez pas à ça, on va dire qu'il n'existe pas. Ça existe bien et belle. Donc les gens n'ont qu'à beaucoup se méfier et la distance aussi. Maintenant, nous avons les bacs à eau et c'est insignifiant sur le parc. Le monde qui vient sur le parc, ce n'est pas ces bacs qui sont sur le parc. Le gouvernement n'a qu'à nous aider pour que les passagers qui viennent sur ce parc-là puissent avoir des bacs pour pouvoir bien laver les mains avant de rentrer. Parce que tout le monde n'a pas les moyens pour payer les gels. Les responsables de transporteurs sensibilisent, mais restent incompétents en ce qui concerne des sanctions possibles en cas de violation de ces règles. Sinon, nous autres, on n'a pas l'habilité de sanctionner un chauffeur. On les sensibilise. C'est aux forces de l'ordre maintenant de régler la situation de ceux qui ne veulent pas écouter le gouvernement et de ceux qui ne veulent pas obtempérer. Le sens de responsabilité des transporteurs et passagers est donc interpellé afin que nul ne soit un vecteur de transmission. Hors des frontières béninoises, à Conakry, dans la capitale guinéenne, passé les scènes de liesse des jours qui ont suivi le coup d'État du dimanche dernier, le putsch est au centre des débats. Les clients et vendeurs des marchés de Conakry échangent toujours sur la crise politique qui secoue le pays. Quelques jours après le coup d'État contre le président Alpha Condé, les Guinéens tentent de reprendre le cours normal de leur vie. Dans la capitale, passé les scènes de liesse des jours précédents, clients et vendeurs de ce marché de Conakry échangent sur la crise politique qui secoue le pays. Fatmata Diallo, une vendeuse de lait, se dit heureuse de l'arrestation d'Alpha Condé par les militaires menés par le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons souffert du gouvernement précédent. Il n'y avait pas d'école, pas de travail. Nous les femmes, nous nourrissions nos enfants et nos maris. Nous sommes si heureuses de ce changement qu'ils partent, grâce à Dieu. Comme un signe fort, dans la soirée de mardi, les militaires ont fait libérer une dizaine d'opposants du président Alpha Condé. Toujours en Guinée-Conakry, Abdoulaye Ba, l'un des leaders de l'opposition, a été libéré ce mercredi. Il a été accueilli par ses proches dans son salon. Abdoulaye Ba avait été arrêté en 2020 au lendemain de la présidentielle contestée et remportée par Alpha Condé. Il est accueilli dans son salon sous les applaudissements chaleureux de ses proches. Tous sont venus saluer cet opposant qui vient d'être libéré après plusieurs mois passés en prison. Bonjour, bienvenue. Abdoulaye Ba avait été arrêté en 2020 au lendemain de la présidentielle contestée remportée par Alpha Condé. La prison pour un homme politique qui défend des valeurs morales et légales fondées en démocratie, s'il est victime de l'injustice et qui fasse de la prison, en revenant, il est rassuré qu'il était sur la bonne voie. Il était une menace pour ceux-là qui violaient les dispositions légales et morales dans le pays. Abdoulaye Ba a été libéré par les putschistes comme près de 80 autres personnes, militants ou opposants comme lui. Et comme de nombreux Guinéens, il semble favorable à ce coup d'État contre Alpha Condé. Il a divisé la Guinée. La gabegie financière, l'administration inefficace, la justice au service d'un homme, les forces de défense et sécurité au service d'un seul homme. J'en passe les meilleurs. Si le colonel Mamadi Doumbouya, avec ses collègues du CMCNRD, prennent conscience de leurs responsabilités face à la patrie, nous ne ferons que de dire bravo et félicitations.
Les putschistes ont promis qu'il y aurait une concertation à l'échelle nationale pour instaurer un gouvernement d'union nationale. En attendant, la Guinée a été suspendue de toutes les instances de décision de la CEDEAO en réponse à ce coup d'État. Une mission diplomatique de l'organisation ouest-africaine est aussi attendue à Conakry ce jeudi. Le parti islamique PJD, à la tête du gouvernement marocain depuis des décennies, a subi une spectaculaire déroute au profit des partis libéraux considérés comme proches du palais royal lors des dernières élections législatives du mercredi passé dans le royaume maghrébin. Dans ce bureau de vote situé à Salé, près de la capitale Rabat, l'heure est au dépouillement. La veille, 18 millions de Marocains étaient appelés à voter pour élire les 395 députés qui siégeront au Parlement, mais aussi leurs représentants communaux et régionaux. Le taux de participation de ces élections est en hausse, il a atteint 50,3% selon le dernier chiffre donné par le ministre de l'Intérieur. Et même si le dépouillement est toujours en cours, des premières tendances se dessinent, comme l'ampleur de la défaite des islamistes du PJD à la tête du gouvernement depuis 10 ans. Le parti qui jusqu'ici avait 125 sièges à l'Assemblée se retrouve avec seulement 12 sièges. A l'inverse, les partis libéraux proches du roi sont en tête, comme le RNI dirigé par le riche homme d'affaires Aziz Akanouche, un proche du palais. Il reviendra au roi Mohamed VI de nommer un premier ministre issu du parti arrivé en tête et qui sera chargé de former un gouvernement pour un mandat de 5 ans. Dernier élément dans cette édition, en France, le procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 s'est ouvert ce mercredi à Paris, devant la cour d'assises spéciale. Au début de la première audience, le principal accusé, Salah, a confié qu'il était un combattant de l'État islamique. En France, c'est un procès historique qui s'est ouvert ce mercredi à Paris, le procès des attentats terroristes du 13 novembre. Et dès l'ouverture de l'audience, le principal accusé, Salah Abdeslam, a déclaré, je cite, « Il n'y a pas de divinité à part Allah. J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. » Le franco-marocain de 31 ans était le premier des accusés à être interrogé sur son identité et sa profession. Ce procès est censé faire la lumière sur ce qui a conduit les terroristes à passer à l'acte ce vendredi 13 novembre 2015. Les mecs, ils ont pris les Kalachnikov, même si c'est des pieds nickelés, ils ont tué quand même 130 personnes. C'était quoi? Des jeunes, des gens même de mon âge, je me sens jeune. On allait boire de la bière, écouter du rock'n'roll. Ceux qui étaient en terrasse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient entre amis, en train de boire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Rien. Et on s'est fait arroser? Non, franchement... non, impossible de passer à autre chose et il faut qu'il y ait une justice. Pendant 9 mois, les regards seront donc tournés notamment vers cet homme, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre. Il avait réussi à fuir après les attentats avant d'être capturé en Belgique en mars 2016. Transféré en France, il est incarcéré à l'isolement total en région parisienne. Les autres accusés sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la préparation des attaques. Le soir du 13 novembre, 3 équipes de kamikazes ont semé la terreur, d'abord au Stade de France à Saint-Denis, puis sur des terrasses de restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris et enfin dans la salle de spectacle du Bataclan. Bilan, 130 morts et 350 blessés. Il s'agit des attaques djihadistes les plus sanglantes jamais commises en France. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Merci également à vous qui l'avez suivi. Retrouvez cette édition en replay sur notre site internet www.speedlinetv.com, également sur Facebook Speedline TV et sur notre chaîne YouTube Speedline TV Bénin. Portez-vous bien.